Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous Focus Cannes qui va s'appesantir après la rétrospective des matchs du jour et bien entendu le passage en revue de tout ce qu'il y a eu comme but et comme action forte. Hier, on aura en seconde partie le tableau des huitièmes de finale à décortiquer. En ma compagnie, Marie-Paul Redombina, bonjour. Bonjour Aziz. François Binet, consultant, bonjour. Bonjour Aziz. Alors nous allons sans plus attendre commencer cette émission par cette confrontation qui était attendue, Cameroun-Bénin. Les écureuils, on va le dire, ont tenu leur pari, ils ont tenu le pari de la qualification. Oui, exact. Ils avaient une mission d'entrée de jeu avec Dussuyer qui avait clairement affiché ses petites ambitions en disant qu'ils avaient un objectif, c'est de rester le plus longtemps, et il a encore répété ça hier, c'est de rester le plus longtemps dans cette compétition. Et premier objectif atteint, il passe la phase de poule et c'est tout bénef pour cette équipe béninoise. Alors le Bénin passe la phase de poule, Marie-Paul, en obtenant un nul salvateur, donc un point qui a permis de passer le cap du premier tour. On devrait peut-être avoir une équipe remaniée pour être plus offensive pour la suite de la compétition. Une équipe remaniée, peut-être, peut-être pas. Hein. C'est selon le sélectionneur. On l'a vu dès l'entame de jeu, il a essayé de faire un petit peu tourner. On a vu Poté rentrer à la deuxième mi-temps, mais le Bénin est bien parti. Certes, peut-être n'a gagné aucun match. C'est quelque chose que je fustige un peu parce que je me dis que c'est quand même, c'est pas petit, mais on l'a vu, c'est insuffisant. On l'a peut-être vu, on dira que peut-être j'en fais un peu trop. On a vu le Portugal à l'Euro étant meilleur troisième gagner la compétition, mais moi je remarque qu'ils ne se sont pas donné, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que des équipes comme le Bénin ou comme la République démocratique du Congo, avec l'avantage qu'il y ait maintenant le meilleur troisième, ils se qualifient automatiquement pour la prochaine phase de jeu. Pour moi, c'est un peu minime à cause de ceux qui ont fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est long, mais c'était une belle prestation, en tout cas pour ma part, que le Bénin a donné. Le Cameroun est allé comme d'habitude. Ils ont défendu, ils ont attaqué, mais le tout n'est pas d'être fort et vaillant sur le terrain. Le tout est de marquer des buts. Ce que le Cameroun n'a pas fait, ils auront fort à faire pour les huitièmes de finale. Les Lions indomptables du Cameroun qui se sont exprimés, mais on a l'impression que l'équipe tourne et que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert n'ont pour l'instant pas trouvé le 11 titulaire, ou bien c'est simplement une stratégie pour faire tourner l'équipe? Non, ce n'est pas le moment de faire tourner. Il faut juste remarquer que cette attaque camerounaise, pour ma part, ne donne pas entière satisfaction. En 3 matchs, ils n'ont marqué que 2 buts. Hier, malheureusement, ils ont démontré toute leur étendue de maladresse parce qu'ils ont dominé le Bénin. Moi, je pensais même que le Bénin allait céder pendant toute cette partie parce qu'ils avaient tellement d'occasions de but que chaque fois les frappes, si elles ne sont pas molles, elles ne sont pas totalement inquiétantes pour le gardien béninois. C'était la même chose, mais je crois que Seedorf et son compatriote adjoint Patrick Kluivert devrait s'asseoir, profiter du temps de repos qu'ils auront avant d'entamer les huitièmes de finale pour recadrer leur attaque qui manque crûment de réussite. Après, comme on peut le constater, il y a des équipes comme ça qui, au bout des huitièmes de finale, ils ne marquent pas beaucoup de choses et puis ils arrivent en finale et ils deviennent champions sans trop forcer. Le Bénin,
il faut qu'on salue la réussite du Bénin. Le Bénin n'a gagné aucun match. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà pour le Bénin, gagner le premier match en Coupe d'Afrique aurait été une bonne chose pour eux. Après, rentrer chez eux, ça n'aurait été un scandale pour personne. Mais finalement, l'essentiel est là. Ce qu'ils sont passés au second tour, ce qui est déjà un gros succès pour ce pays, historiquement. C'est-à-dire qu'au pays, pour les gens, ça devait être une fête. François, mais bien aidé, Aziz, je pense, par la décision de la CAF de prendre maintenant les troisièmes meilleures équipes. Parce qu'en même temps, le Bénin, c'est 3 matchs nuls. Pour ma part, c'est vrai qu'ils ont fait un beau match face au Ghana, également un beau match face au Cameroun, mais ils devront encore aller un peu plus fort s'ils veulent sinon gagner cette compétition, parce que là c'est élimination directe, on n'a plus de deuxième match, on n'a plus de troisième match. Donc, mais non. Ils ne sont pas aidés par la CAF. Il faut pas non, quand je dis aider, non, c'est peut-être trop dire quand je dis par la configuration. de la compétition. Parce que quand on prend une équipe comme la République démocratique du Congo qui n'a attendu que son dernier match pour se réveiller, des équipes comme le Bénin qui n'ont gagné aucun match, que des matchs... Oui, c'est le règlement, nous sommes tous d'accord. Tout le monde n'a pas su profiter de ça. Mais on aura l'occasion de juger les équipes à partir des huitièmes de finale, Marie-Paul, puisque de toute façon, voilà. Il n'y aura que les meilleurs qui vont continuer. Ça peut aussi se gagner au tir au but. Pourquoi pas? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Dans un tournoi comme celui-là, vous avez, lorsque vous passez maintenant en phase d'élimination directe, vous avez 3 résultats possibles. Donc vous avez soit une victoire, une défaite ou un match nul. Et le match nul peut vous entraîner aux prolongations, puis les tirs au but. Donc ils vont intégrer tout ça. Et je sais même qu'à partir des huitièmes de finale, dans les entraînements, ils prévoient des séances de tir au but. Ça, c'est clair. Alors nous vous invitons maintenant à découvrir l'homme du match, le joueur du match désigné par la CAF pour cette opposition Bénin, Lions indomptables du Cameroun. L'objectif, c'était de se qualifier et jouer le deuxième tour. Et on s'est qualifié, mais bon, là, on va essayer de tout faire pour gagner. Non, et pour gagner, il faudra qu'on marque. Dans les prochains tours, je crois que ça va être plus difficile, mais comme je dis, on va travailler et on va travailler beaucoup devant le but aussi pour voir si on peut marquer le but. Là, c'est Pierre Koundé. Alors, on a à l'instant le joueur du match qui a été désigné pour cette rencontre Cameroun écureuil du Bénin. Il a conscience, cet attaquant, que l'équipe va devoir travailler pour améliorer son efficacité devant les buts adverses. Oui, je pense, hein, et ça il l'a dit durant son interview, parce que il est conscient que le Cameroun, c'est de grands attaquants, c'est de grands défenseurs, mais le Cameroun n'a pas encore montré ce potentiel-là, et s'ils veulent garder cette coupe-là pour eux, et s'ils veulent également aller loin dans la compétition, ils doivent changer leur tactique de jeu. Parce qu'on l'a vu, malgré la pression, ça n'a pas mené à grand-chose. Et pour moi, c'est toujours selon, je pense. Homme du match, moi j'aurais misé sur le gardien béninois parce que lui, il a arrêté beaucoup de buts. Et je pense que si ce n'aurait pas été... Il joue en Ligue 2 française, je pense. Et là, je pense que la CAN, comme elle est là pour... Alagbe qui a été décisif, hein, vous le rappeliez. Il faut le dire. Et je pense que le Bénin, les écureuils du Bénin n'ont pas pris des buts grâce à ce monsieur-là. C'est le dernier rempart? Bien sûr. Et donc pour moi, j'aurais aussi voté pour le gardien béninois parce que il a été pour beaucoup dans ce match nul-là. Le Cameroun aurait pu... Si vous remarquez, le Cameroun a même fait... Il y a eu des phases de match où le Cameroun s'est retrouvé avec 15 minutes de jeu où la défense camerounaise, déjà, elle était à plat, c'est-à-dire qu'une défense à 3. Mais ils étaient à l'aise. Le gardien Onana n'avait pas grand-chose à se faire, surtout en première période. Et là, c'était chaque fois le gardien béninois qui... C'était le siège dans le camp du Bénin. Le gardien béninois qui sortait le grand jeu. Pour moi, j'aurais choisi justement le gardien Cameroun, le gardien béninois. Les statistiques sont claires.
sont clairs. 70% de possession de balles Pour les Lions indomptables, voilà, 30% pour les Lions pour le Bénin. indomptables, contre seulement 30% pour Le Bénin qui a, semble-t-il, choisi de fermer le jeu pour se contenter du match nul. Oui, puisque le match nul les positionnait comme parmi les meilleurs troisièmes, donc pas prendre aussi trop de risques, sachant qu'en face c'est le Cameroun. Si on joue les coups à fond, on les joue à fond. Et ils en ont eu des occasions, ils en ont eu, les rares montées qu'ils avaient, ça pouvait se transformer. Et moi je croyais même que les Béninois pourraient être dangereux uniquement au tir, sur les ballons arrêtés, les coups de pied arrêtés. Et justement, les occasions qu'ils ont eues, c'était sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'à ce moment-là, n'importe qui peut faire la différence. Il suffit juste d'avoir ce brin de réussite pour pouvoir faire la différence. Écoutez, le Bénin, en tout cas, on l'a souligné tantôt, tenu le pari de la qualification face aux Lions indomptables du Cameroun. Et d'ailleurs, un match nul qui a fait en sorte que les Lions indomptables perdent leur première place au profit du Ghana. Le Ghana qui a joué en simultané face à la Guinée-Bissau. Là aussi, une rencontre engagée, mais qui a été rapidement maîtrisée par les Black Stars. Ben, c'était prévisible. Hein. Je crois que quelque temps avant, j'avais déjà vanté la suprématie, sinon la supériorité ghanéenne sur cette formation de Guinée-Bissau. J'espérais compter sur l'enthousiasme, sinon la liberté même de la Guinée pour mettre en difficulté cette formation ghanéenne. Mais quand vous avez un André Ayou, plutôt Jordan Ayou, qui a réussi une belle frappe sur un dribble d'un défenseur pour se donner une lunette de frappe, qui réussit ce but qui porte l'addition à 2. Il est maintenant parmi les meilleurs buteurs avec 2 buts. C'était pas facile aussi pour la Guinée-Bissau qui n'a pas la même trempe d'attaquants, la même trempe de joueurs. Mais voilà, c'est justice quoi, pour le Ghana. Allons-y savoir si André Ayou et son frère maintiendront le cap, parce que là, en même temps, Aziz, ils ont joué face à une équipe bissau-guinéenne qui ne faisait pas très peur pour ma part. Donc, qu'ils jouent face à la Guinée-Bissau et qu'ils marquent des buts, c'est bien, sinon c'est bien beau, mais allons-y voir pour le reste de la compétition, s'ils assurent comme ils l'ont fait hier. La compétition est longue, mais le Ghana... S'ils ne battent pas la Guinée dans une confrontation comme ça, qu'est-ce qu'ils feront pour passer? Ils sont obligés de le faire, Marie-Paul. S'ils sont obligés de le faire, c'est justement ça. Parce que si le Ghana ne gagne pas ce match-là, le Ghana est en difficulté. Et là, le Ghana est parvenu à prendre la tête du groupe. Oui, François, mais c'est juste une façon de dire. Aujourd'hui, nous avons des idées contraires. C'est juste une façon de dire que c'est ce même Ghana qu'on a attendu face au Cameroun, c'est ce même Ghana qu'on a attendu face au Bénin. Et c'est ce Ghana-là qu'on a vu face à la Guinée-Bissau. Juste pour dire que leur supériorité, ils l'ont montré face à une équipe comme la Guinée-Bissau. Oui, mais on peut rappeler quand même à la décharge des Black Stars du Ghana qu'ils ont depuis plusieurs éditions déjà atteint au moins les demi-finales. Toujours. C'est-à-dire que ce soit la Guinée-Bissau en face, que ce soit n'importe quelle équipe en face, les Black Stars toujours en demi-finale. C'est souvent en demi-finale qu'ils ratent en général le coach. C'est vrai qu'en 2012, c'est vrai que ça a été en quart de finale qu'ils tombaient face au Mali. Mais bon, après... il y a un début à tout. Hein. Moi, si ce sont ces Black Stars-là, moi, je ne les vois pas aller loin de la compétition. Mais bon, en tout cas, les Black Stars... Comme vous le dites, ils arrivent toujours en demi-finale. On attend les Black Stars du Ghana qui ont quand même une trame qui peut leur permettre d'avoir peut-être pas pour l'instant l'ambition de remporter le titre, mais d'avancer dans la compétition. Le Ghana, s'il y a des outsiders sérieux dans cette CAN, le Ghana a fait partie. Et attention, c'est un outsider naturel. Naturel. Dans la configuration actuelle, oui. Dans la configuration actuelle, c'est juste. Mais attention au Ghana. Attention au Ghana, attention à toutes ces équipes-là qui, dès qu'on dit que ça ne va pas, vous savez, il y a des équipes qui ont beaucoup d'appréhension en phase de poule. Et parfois, quand ils rentrent dans la phase d'élimination directe, ils deviennent
très très dangereux. On va avoir affaire à d'autres matchs. On aura affaire à d'autres matchs forcément. Il y aura plus de calcul à faire. Dans les phases de poule, vous avez vu que certains sont obligés d'attendre le dernier match pour essayer de jouer et se positionner comme les meilleurs troisièmes. D'autres ont dit non, les matchs nuls me conviennent, je peux toujours me qualifier avec la nouvelle configuration de la CAN. Mais là, c'est les huitièmes de finale, c'est direct. Il y a Oui, pas ça, de, ça, il y je aura pense pas de qu'ils sont calcul. tous conscients. Donc il faudrait qu'on attende. Après, je voudrais juste un petit clin d'œil à l'arbitre gabonais, Castan Otogo, qui a bien tenu cette rencontre et à qui je tire mon chapeau. Alors, on a eu également un joueur du match désigné, un joueur du match qui est présenté et qui va justement être, comme on va le voir, à la conférence de presse habituelle. Like you said, we had a difficult game, which we knew we were going to face a game like this. And as you can see, there is no small nation in this tournament. Wakasu, homme du match. Oui, moi je trouve que ce garçon, il a un joli pied gauche. Techniquement, quand il est dans un jour avec, c'est quelqu'un qui peut vous avaler le milieu de terrain avec beaucoup de technicité, surtout d'explosivité. Il est très fort. Et parfois, il peut être à l'image de la sélection, c'est-à-dire que quand tout ne va pas, il sombre avec. Pour moi, qu'il ait été élu meilleur joueur du match, c'est justifié pour moi. Les Black Stars du Ghana ont fait preuve de vivacité en attaque. On a vu, en ce qui concerne les buts, des buts marqués à la conclusion d'actions collectives, que ce soit pour le premier ou le deuxième. Les Black Stars sont en train de retrouver leur percussion. Mais je les trouve. C'est vrai qu'ils avaient essayé de jouer comme ça face au Bénin. Malheureusement, ils étaient tombés face à un Bénin très réaliste, avec Poté qui avait fait un doublé. Et après, ils ont connu un moment de difficulté. Mais vous vous rendez compte que dès qu'il s'est agi de trouver les moyens de se qualifier, ils l'ont fait face au Bénin. Juste rappeler à Marie-Paul que le duel ouest-africain entre les Ghanéens, les Béninois, les Guinéens de Bissau et les Ivoiriens et les Sénégalais, attention, c'est souvent des matchs très difficiles. Donc on peut s'appeler Bénin, Togo, allez chercher, vous verrez que ça n'a pas toujours été des matchs faciles. Et d'ailleurs, le Bénin qui avait obtenu son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations devant le Togo d'Adebayor. Alors que le Togo était parti pour se qualifier. Le Togo avait de l'avance sur le Bénin. Le Bénin se devait de s'imposer face à cette formation togolaise. Donc, pour dire tout simplement que le Ghana est en train de doucement prendre ses marques dans cette compétition. Attendons de voir la huitième de finale, ce sera contre la Tunisie. On verra bien ce que ça va donner. Et regardez, ils avaient perdu un match, mais ils sont là. Le groupe F, c'est le groupe le plus pauvre pour ma part. Le plus pauvre, le plus faible, il marque moins. Le plus pauvre en but. Oui, le plus pauvre en but, merci beaucoup Aziz. Pauvre en but et le plus faible. Et pourtant, l'on a des équipes comme le Ghana et le Cameroun. Moi, je ne suis pas encore convaincue de ces Black Stars-là, mais bon. Là, on attend pour le reste de la compétition. Les Black Stars qui sont bien là et qui vont nous donner à voir certainement beaucoup de spectacles, parce qu'il faut bien se rappeler que les Black Stars ont la réputation d'être les Brésiliens du continent africain. Bon, il y a longtemps que cette image. Ouais, cette image des échappés, c'était à l'époque de Anthony Yeboah, Abedi Pelé, Nilamte, tous ces gars-là. Bafoué, c'était à cette époque-là, oui, ils avaient un football. Alors en 96, le titre est revenu au Gabon, qui avait été déclaré comme l'équipe brésilienne. Absolument. Voilà, par les Michel Platini et autres. Mais bon, ça c'était à une époque d'entente. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ce football champagne que nous aura souvent habitués les Non, mais c'est juste un clin d'œil au Brésil qui s'est qualifié pour la finale de la Copa América face à l'Argentine. Ce qui me fait plaisir d'ailleurs. Et pour la suite des confrontations, donc en deuxième heure, il y a eu Angola-Tunisie. Mali. Angola, Mali et Mauritanie, Tunisie. Mais on commence par Angola-Mali. Et Angola-Mali, avec un
1-0 en faveur du Mali, des Aigles du Mali qui se sont naturellement imposés, enfin naturellement, on a envie de dire facilement. Peut-être pas facilement. Vous allez constater encore sur ce but, Marie-Paul, tu vas m'excuser, mais c'est encore sur une action, quasiment un exploit individuel. Ils ont des garçons qui ont des pieds gauches assez extraordinaires, parce que sur ce but-là, vous regardez cette action déjà angolaise, vous voyez qu'ils avaient aussi, malheureusement, ils jouent très mal le coup, mais les Maliens ont réussi avec, sur une belle frappe du pied gauche, à ouvrir le score, et ensuite derrière ils ont essayé de gérer et ça leur a réussi. Et le Mali qui a fait tourner son effectif, hein. Ce n'est pas le 11 de départ qui a joué hier face à l'Angola. Le sélectionneur a essayé de faire un peu tourner le banc. On a vu Moussa Marega rentre, je pense, à la deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, juste pour venir ajouter un peu sa hargne et donner du pouls à cette équipe malienne qui n'a pas concrétisé toutes les actions de balle. Une équipe malienne qui se sépare de l'Angola sur 1-0. Mais pour ma part, l'Angola s'est bien donné. L'Angola s'est bien donné face à cette équipe malienne, mais n'a pas concrétisé ses ballons. Donc les Aigles du Mali qui, dans cette poule, grâce à cette victoire, ont fini en tête. Hein. Oui, bien sûr. Ils finissent en tête, restent dans leur dynamique de premier match. Et ils avaient donné le là depuis le premier match et je crois qu'ils ont clôturé sur une très bonne note. Je pense que le Mali reste dans sa course et dans sa lignée. Donc on regarde là, probablement c'était le non, oui, c'était le but. Voilà. Vous voyez, c'est ce magnifique but de Haïdara. Haïdara. Les gauchers maliens, c'est des gauchers qui font très mal. Et sur ce but-là, vous voyez qu'Haïdara, je crois qu'il a dû même être élu homme du match, si je ne me trompe, avec cette frappe-là. Je pense. Et justement, on va découvrir pour cette rencontre qui a été François le joueur du match. Merci. On voulait finir premier du groupe. On l'a fait maintenant et puis on doit se concentrer et puis attaquer le prochain match. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble. On connaît comment chacun évolue. On espère garder le rythme et continuer à travailler beaucoup parce qu'on sait que les matchs à venir vont être très difficiles. Ouais. Alors Haïdara, qui est un des jeunes de cette équipe du Mali, qui a d'ailleurs fait feu de tout bois pendant cette rencontre, on montre également à travers ce classement que le Mali a de la profondeur dans son banc. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant avec le sélectionneur malien, c'est qu'il a des postes clés, il a des joueurs, on va dire, à valeur presque égale. Il peut se permettre de mettre certains au banc, faire entrer d'autres, sans que au niveau du jeu offensif, les choses soient chamboulées. C'est ce qui va être intéressant avec cette équipe malienne, c'est de voir que la profondeur de son banc lui permet de garder la stabilité au niveau du jeu. Et ça, ce qui est intéressant, parce que dans certaines équipes, parfois, ceux qui rentrent ramènent le niveau de l'équipe parfois très bas, mais le Mali, jusqu'à présent, ne souffre pas de cette différence-là entre ceux qui sont au banc et ceux qui, généralement, sont faits titulaires. Et nous allons tout à l'heure revenir sur le tableau. Ce tableau ces tableaux, donc les affiches des huitièmes de finale en seconde partie de cette émission. Nous réitérons notre appel à l'endroit des responsables des différentes communautés prenant part à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, présents à Libreville, la capitale du Gabon, pour leur dire qu'ils peuvent se rapprocher de nos locaux. La Belle Radio et Télévision, chaîne panafricaine internationale située au rond-point Elikonia à Angonje, c'est une commune douillette au nord de Libreville, Angonje, pour donc se faire enregistrer et participer à l'enregistrement en direct de cette émission Focus CAN. Il y a eu une autre rencontre, celle-là qui a été une rencontre pour l'honneur entre la Mauritanie et les Aigles de Carthage de Tunisie, mais les Aigles de Carthage auraient pu, là aussi,
finir en tête. La première place leur ayant été ravie par le Mali. Exactement, ce n'était pas un match pour l'honneur parce que si la Mauritanie l'emportait, ça aurait été très difficile pour la Tunisie. Donc la Tunisie, à défaut de gagner ce match, a réussi à maintenir le score à 0-0, ce qui lui permet de passer avec 3 points. Donc à chaque fois, match nul, match nul, match nul. Et avec 3 matchs nuls, juste 3 points suffisants pour aller au second tour. Une Tunisie qui devra montrer cette fois-ci un tout autre visage. Parce que s'ils veulent aller très loin, ce n'est pas comme ça qu'ils vont... C'est à l'image d'autres équipes dans cette compétition qui, tel un moteur diesel, prennent doucement, on espère que c'est dans cet élan qu'ils y sont, c'est-à-dire que être comme un moteur diesel qui, plus ils avancent, plus ils montent en régime et en puissance. On espère bien, mais voilà. La Tunisie, sur le plan offensif, ils n'ont pas montré grand-chose. Je suis très inquiet pour cette équipe. Et après, bon, leur adversaire au match, au tour suivant, ce sera le Ghana. On attend de voir. Et pourtant, ils ont des très bons joueurs, Slimani, ils ont Kazri, ils ont des très très bons joueurs pour faire la différence. On espère qu'ils vont prendre conscience que là, ce sera élimination directe, qu'il va falloir monter un tout petit peu le niveau pour ne pas se laisser griller par l'adversaire. Je pense que la Tunisie est consciente et ils ont un sélectionneur pour. Les Mourabitoun ont essayé de se battre, de faire mieux que ce match nul pour finir peut-être en beauté. La Mauritanie qui a quand même engrangé un autre petit point. C'est pour ça que je dis que le match contre la Tunisie, et quand on regarde la façon dont les Mauritaniens se sont battus face à cette équipe mauritanienne, ils ont eu des occasions nettes de but. Imaginez un seul instant que toutes les occasions vendangées par les attaquants mauritaniens, ils les mettaient au fond. Vous regardez la différence au niveau du classement. La Mauritanie se serait retrouvée avec 4 points. Et la Mauritanie se serait qualifiée pour le tour suivant. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont manqué de chance. Voilà, regardez, 2 points. Il aurait suffi de gagner ce match, ça leur aurait fait 4 points. 4 points, ils se retrouvaient deuxième derrière le Mali. Ça aurait été une grande réussite. Mais battre la Tunisie, donc la Tunisie, oui, pour les Mourabitoun, ça demandait quand même d'avoir en attaque quelques solutions. Sauf qu'on a vu pour les rencontres précédentes des joueurs au niveau du milieu de terrain qui sont assez bons techniciens, mais ça a toujours été le problème de la finition, de l'efficacité chez les attaquants, finalement, de cette équipe de Mauritanie. N'oublions pas que c'est une équipe qui est en construction. C'est un travail fait par Corentin Martins depuis son arrivée en Mauritanie, depuis plus de 3 ans qu'il a essayé de monter une équipe qui l'a amené à se qualifier pour la première fois de cette histoire-là. Je pense que si les dirigeants du football mauritanien venaient à maintenir Corentin Martins à la tête de cette équipe, il a quelque chose certainement dans la tête qui va lui permettre de pouvoir bonifier cette équipe-là, surtout au niveau de l'attaque, parce que hier, il y avait de la place face à la Tunisie. Hier, il y avait des occasions de but face à la Tunisie. Malheureusement, ils n'ont pas encore ces attaquants-là qui peuvent faire la différence sur une seule action. Alors, Mauritanie, oui, Marie-Paul ? Oui, c'était juste pour appuyer ce que François disait. On l'a vu sur le tableau, 10 tirs pour 8 cadrés contre 8 tirs pour les Tunisiens et 3 cadrés seulement. Donc ça montre ça a montré la suprématie des Mourabitoun sur le terrain. Moi, je pense qu'ils ont manqué, pas de jugeote, mais ils ont manqué de chance. Moi, je le dirais ainsi. Parce que si les Mauritaniens, ils avaient joué comme ça dès l'entame de la compétition, je pense qu'ils seraient allés loin parce qu'on a vu un Mauritanie-Tunisie, on a vu une Tunisie faible, une Tunisie qui avait du mal à pousser le ballon, une Tunisie qui avait du mal à produire du bon jeu contre une équipe mauritanienne qui n'avait plus rien à perdre, plus rien à gagner, mais qui n'a juste pas concrétisé ses balles de match. Les Mourabitoun de Mauritanie qui ont montré de belles actions de but, de jolis assauts. On a vu du bon mouvement.
des gestes très intéressants. Maintenant, pour la suite, il va certainement falloir consolider ces acquis-là. Il faut consolider ces acquis, il faut que cette CAN leur serve de point de départ. Enfin, quand je veux dire de point de départ par rapport à l'avenir, se rendre compte qu'ils n'ont pas été ridicules à la CAN. Ils sont éliminés certes, mais à part le premier match où ils avaient voulu aller très vite et montrer aux Maliens que voilà, ils n'étaient pas venus là pour s'amuser, à part ces 4 buts qu'ils ont pris parce qu'ils avaient ouvert derrière, ils n'avaient pas fait beaucoup de calculs, c'est tout à leur mérite. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas venus là pour se faire voir comme une petite équipe. Après le deuxième et troisième match, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu des certitudes au niveau de la défense qui ne leur a pas permis de prendre des buts. C'est peut-être maintenant offensivement qu'il faut travailler, bien sûr tout en consolidant les acquis défensifs pour pouvoir améliorer ceux offensifs pour espérer demain être une des équipes qui peut venir là, non seulement plus pour apprendre, mais pour espérer titiller les grandes nations dans cette compétition africaine. Alors Mauritanie-Tunisie, l'homme du match. On regrette pour le match contre le Mali. On a manqué un peu d'expérience, mais on s'est donné le fond de nous-mêmes. Mais comme c'était une première expérience, Inch'Allah, la prochaine fois, on n'a pas démérité, on devait se qualifier normalement. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Alhamdulillah, ala kulli hal. Le numéro 2 de la Mauritanie, homme du match, il l'a dit et on reprend justement ses propos. La Mauritanie, les Mourabitoun n'ont pas démérité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont certainement eu affaire à plus fort qu'eux. La Mauritanie qui s'en sort avec 2 points et qui devrait déjà se tourner vers l'avenir. Mais il y a des équipes qui ont fait pire que la Mauritanie pour leur première participation, tout comme il y en a qui en ont fait mieux que la Mauritanie, donc elle n'a pas à rougir. La Mauritanie a fait plusieurs tentatives des éliminatoires qui n'ont jamais marché pour cette formation. Là, il est arrivé avec un sélectionneur qui a fait ce qu'il a pu et réussir ce qu'ils ont fait là. Je pense qu'ils n'ont pas à regretter, ils n'ont pas, je les ai vus au sol parce que ça prouve à suffisance qu'ils espéraient contre la Tunisie parce qu'au coup de sifflet final, ils n'ont pas perdu, mais j'ai senti des joueurs abattus, qui se sont mis au sol et déçus parce qu'en réalité, ils ont senti qu'il y avait de la place parce que les occasions qu'ils avaient les auraient permis de s'imposer face à la Tunisie. Mais, une fois encore de plus, je dis qu'ils n'ont pas à rougir. Il suffit qu'ils prennent cela, qu'ils rentrent chez eux. Peut-être le dernier discours du coach, le temps de les laisser souffler, mais après repartir sur une nouvelle base. Ça va plus tarder, dans quelques mois seulement après la CAN, on rentre dans la phase des éliminatoires de la combinée Coupe du Monde CAN 2021. Donc ça va aller très vite. Et puis pour une première participation, à part Madagascar qui a fait un exploit, mais ce n'est pas mauvais. Hein. Je pense qu'en plusieurs éditions de la CAN, je ne pense pas que ce soit les mauvais élèves de cette CAN-là. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Moi, je le répète, s'ils avaient eu vraiment de la chance, ils auraient mis à terre cette équipe tunisienne. Ils ont juste manqué de chance, sinon les Mourabitoun se sont bien démenés face à cette équipe tunisienne qui, pour ma part, a vraiment peiné durant cette confrontation. Mais la chance, parfois, il faut aller la chercher en marquant des buts. Oui, mais c'est comme je dis, c'est peut-être le manque d'expérience. Ils avaient face à eux une équipe tunisienne qui n'est pas à sa première participation à la CAN. Donc l'exploit, il n'y a que Madagascar qui a réussi à le faire, même si c'est ma pépite, ma sélection du moment. Mais il y a eu justement, à propos de Madagascar, juste une parenthèse, donc les ébus de Madagascar ont eu un renfort de supporters. Le président André Rajoelina a affrété un avion avec des supporters pour aller les soutenir justement en 8e de finale. Et nous le disions, le thème de cette émission, le thème général, porte sur les affiches des 8e de finale, le tableau qui est dévoilé, des 8e de finale qui vont en tout cas donner droit à des matchs de très haut niveau. Ouais. On attend clairement le match à Nigeria-Cameroun. Il y a aussi Ghana-Tunisie.
Ce sont des matchs qui pouvaient constituer des Et finales. Mali-Côte d'Ivoire, hein. Il y a aussi Mali-Côte d'Ivoire. Il faut Il y a pas aussi oublier. Mali-Côte d'Ivoire, mais Ghana-Tunisie, Nigeria-Cameroun auraient pu constituer une finale. On se souviendra déjà que le Nigeria et le Cameroun, la plupart des titres obtenus par le Cameroun, ça a toujours été en Devant finale le Nigeria. devant le Nigeria. Seule la réussite, c'est face à l'Égypte, tout récemment au Gabon. Mais c'est des matchs auxquels on va être, on attend avec beaucoup Et vous avez certainement en mémoire ce 3 buts à 1 à l'époque d'Henri Wossou, de Dr Abega, qui était en ce moment-là l'épouvantail. Je crois que ça devait être en 88 ou 88 84. 84. 84, Dr Abega à la pointe de l'attaque des Lions indomptables du Cameroun. Ouais, il faut dire que le Cameroun a une avance quand même sur les matchs de la CAN. C'est vrai que dans l'ensemble des compétitions, le Nigeria mène, c'est-à-dire que dans toutes les confrontations, c'est 11 victoires pour le Nigeria face à cette formation de Cameroun. Mais dès qu'on rentre dans les matchs les plus importants, par exemple en CAN, ça a toujours été le Cameroun qui s'est souvent imposé. Vous vous souviendrez qu'à Souleurele, le Nigeria ne perdait aucun match. Et après, je crois, 25 ou 30 ans, c'est le Cameroun qui est venu briser cela, c'était en 2000, lors de la co-organisation Ghana. Ah oui, à Souleurele. Voilà, il y avait le penalty litigieux également de Victor Ikpeba. Victor Ikpeba qui n'était pas rentré, mais qui avait été validé. Donc, mais heureusement pour. Qui avait été refusé. Non, qui avait été refusé, plutôt qui était rentré, qui avait été refusé. C'était l'inverse. Mais qui avait permis justement aux Camerounais d'être champions d'Afrique. Donc, ça. C'est toujours des grandes rencontres. Ils ne se lâchent pas depuis 88 et ils ne se sont plus lâchés. Justement, c'est après 88 que le Nigeria commence à subir les foudres du Cameroun quand on est en match officiel, du moins en match en CAN ou bien même aux éliminatoires. Sauf que aux éliminatoires de la Coupe du Monde, tout récemment de 2018, ça a été chaud pour le Cameroun parce qu'ils avaient pris une raclée pendant les éliminatoires. C'était un 3-0. Donc il y a un air de revanche dans l'air. Voilà, dans l'air. Ouais. Un air de revanche. Oui, un air de revanche, mais moi je reste persuadée que cette CAN ne ressemblera pas à... Sinon, ne ressemble pas à toutes les autres CAN. J'ai pas vu vous parler de 1988, ça c'est très loin derrière. Très loin derrière. Vous remémorez le temps passé. Mais là, avec les affiches que l'on a, moi je reste persuadée que cette CAN, parce que quand on a un Mali, Côte d'Ivoire, un Nigeria, Cameroun, ça veut dire que l'une de ces équipes-là, un vainqueur, un vaincu, l'un restera et l'autre s'en ira. Donc ce sont des gros chocs, rien que pour les huitièmes de finale. Donc cette CAN s'annonce plutôt chaude pour ma part. Plutôt chaude. On aura pour les Lions indomptables du Cameroun certainement, sinon pour les deux équipes, un changement d'organisation parce qu'elles ont sûrement tiré également les enseignements des derniers matchs joués. On a relevé pour chacune de ces équipes des faiblesses, des manquements pour le Cameroun au niveau offensif. En ce qui concerne le Nigeria, des faiblesses également sur le plan défensif. Non, je pense qu'au niveau des schémas tactiques, ils ne vont pas changer grand-chose. Je pense qu'ils vont rester sur leur schéma tactique. Peut-être les sélectionneurs vont essayer faire le bilan des 3 matchs et voir les joueurs qui peuvent répondre dans ce genre de confrontation et mettre les meilleurs possibles pour cette... Parce qu'en réalité, que ce soit pour l'une ou l'autre, c'est le dernier match. C'est le dernier match. Donc, essayer d'aligner la meilleure équipe possible, que ce soit pour le Cameroun ou le Nigeria, d'affronter l'adversaire. Et avec beaucoup de réussite, on sait que le Nigeria a quand même un avancante qui, quand il est dans ses aises, c'est Igalo, peut faire la différence à tout moment. Contrairement au Cameroun, leurs attaques, je ne retrouve pas leurs attaquants. Vous avez Toko Ekambi qui est là, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Hier, on a vu avec Bauken, pareil, qui a une bonne prise de balle, qui a une accélération, qui a une percussion assez intéressante, malheureusement, qui a un problème de finition. Donc tout cela, il faut qu'ils règlent s'ils veulent aller au bout de cette compétition. Et là, ils ont un gros morceau devant eux. Le Nigeria, souvenez-vous, qui n'était pas l'édition précédente, et là qui voudra, pourquoi pas, montrer qu'on a été avec le Cameroun dans les éliminatoires de Coupe du Monde 2018 et que là, on veut refaire le coup pour espérer faire tomber le champion en titre. Alors, on a d'autres affiches dans ces huitièmes de finale, mis à part
le Nigeria et le Cameroun. On a vu qu'il y aura aussi un Sénégal-Ouganda. Sénégal-Ouganda, le Sénégal va, pour ma part, avec les faveurs de pronostic, mais le Sénégal devra faire très attention avec cette formation ougandaise qui entame très bien ses matchs. Et qui, si face au Sénégal, ils réussissent à faire une entame comme celle qu'ils ont fait contre la RDC et réussir dans les temps forts, dans les 15-20 premières minutes, comme ils ont l'habitude de le faire, d'avoir des occasions dans cette fourchette de temps. S'ils réussissent là à marquer un but au Sénégal, ils vont mettre le Sénégal en difficulté. Mais le Sénégal, je pense qu'ils sont conscients de l'adversaire qu'ils ont, mais ils ont les moyens justement de s'imposer face à cette formation. À eux de bien s'organiser, à eux de ne pas prendre de haut cette formation ougandaise, sinon ils le paieront très cash. Ne pas prendre de haut cette formation ougandaise, je te prends le mot parce que je pense que c'est là où la RDC a plutôt failli pour ma part, où la RDC s'est laissé prendre face à cette équipe ougandaise. Si Aliou Cissé et ses poulains ne mettent pas tout en place, je pense qu'ils se feront éliminer de la compétition par l'Ouganda et je pense qu'il a bien mis son dispositif en place pour pouvoir venir à bout de cette équipe ougandaise qui ne se laissera pas du tout faire. Je pense qu'elle va dans l'optique où les premières balles de match sont les meilleures et dès l'entame de cette confrontation, je pense qu'il ira fort pour venir à bout de des Lions de la Teranga. À leur dernière confrontation, c'était lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde et un match amical. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils avaient fait un aller-retour. L'Ouganda match nul à domicile, ensuite le Sénégal 1-0 à Dakar. Après, en amical, ils ont fait 1-0-0. Donc, c'est les seules confrontations de ces deux formations-là où véritablement le Sénégal n'a pas montré assez de puissance sur cette équipe ougandaise. Mais là, l'objectif ne sera pas de montrer qu'on est très puissant, qu'on est très fort. L'objectif, ce sera de pouvoir marquer un but de plus que l'autre. Donc, ce sera ça l'objectif. Et savoir tenir le match. Et savoir tenir le match. Voilà, parce qu'il y aura des moments. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal, j'espère qu'ils sont conscients de cela, ils ne vont pas face à l'Ouganda qui va se présenter à eux avec une fleur à l'épaule. Non, ils viendront et ils vont sérieusement embêter le Sénégal. C'est au Sénégal de pouvoir supporter pendant les temps. Il faut qu'ils acceptent d'avoir ces temps faibles qu'ils auront pendant ce match face à l'Ouganda, qui a une ébauche d'énergie assez forte. Et donc, l'engagement physique est terrible. Donc, à eux de pouvoir, à un moment donné du match, de pouvoir se replier, de pouvoir faire dos rond. Ce n'est pas mauvais, mais l'objectif, c'est la qualification pour le second tour. Donc, il va falloir qu'ils gèrent les moments forts et les temps forts et les temps faibles. Sinon, ils vont se griller. Alors, on a aussi Maroc-Bénin. Alors, Maroc-Bénin, l'avantage aux Marocains qui se sont toujours imposés face aux Béninois. Mais dans cette confrontation, encore, on va solliciter beaucoup de justesse technique des Béninois, plutôt des Marocains, autant pour moi. L'efficacité marocaine, parce que quand on regarde sur la feuille de match de ces deux formations, l'écart n'est pas très criard. Mais le Maroc a quand même des joueurs largement au-dessus de ceux béninois. Donc c'est aux Marocains de faire le jeu, c'est aux Marocains avec un sélectionneur qui est très expérimenté. Le Bénin n'a jamais remporté une CAN. Le Maroc l'a déjà fait. Le Maroc a un entraîneur qui est très jeune sur le continent parce que par rapport à Dussuyer, il est venu, il a déjà 2 CAN à son effectif. Donc il a tous les moyens de son côté, il a l'expérience, il a les joueurs pour. Donc s'il ne s'impose pas face au Bénin, que le Bénin s'impose, ce sera l'exploit de cette CAN aussi. Ghana-Tunisie. Ghana-Tunisie. Souvenez-vous, 2012, à Libreville, le Ghana était aux prises justement à la Tunisie et ils étaient au temps réglementaire, un but partout. Et il avait fallu attendre les prolongations pour que Jordan Ayew, encore lui, qui est encore présent dans cette confrontation, va réussir bien sûr à sauver les Black Stars en marquant ce deuxième but qui va renvoyer les Tunisiens à Tunis. Et là, ils se retrouvent une fois de plus pour une CAN. Ce sera, on l'espère bien, la revanche des deux grandes équipes pour pouvoir, cette fois-ci, sortir la Tunisie. Mais François, je tiens à signaler que moi, je ne suis pas contre les Black Stars. Hein. Je ne suis pas contre les Black Stars. Mais pour ma part, les Black Stars n'ont pas encore produit le jeu qu'on attend. Les Black Stars sont encore très fébriles et pourtant, avec un Jordan et un André Ayew plutôt en forme, mais les Black Stars, on n'a pas vu ces gagnants je pense de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans.
on ne les voit pas sur le terrain pour ma part. Pour ma part, les frères Ayou sont encore très fébriles alors que l'on attend beaucoup de lui. Les Ghanéens attendent beaucoup de lui. Mais les frères Ayou, rassure-toi, les frères Ayou ont ont certainement les huitièmes de finale pour montrer ce qu'ils ont dans les tripes, surtout qu'ils ont... Quand on sait que les matchs ne se ressemblent pas, moi je pense que la Tunisie ira un peu sinon très fort face à cette équipe ghanéenne. Et moi je pense que le Ghana aura beaucoup à faire face à cette équipe tunisienne. Bien sûr. Alors, il y a des équipes compétitives que vous remarquerez, que ce soit en Europe ou en Afrique, qui sont des habitudes de ces compétitions-là, qui parfois peuvent peiner en groupe. Et dès qu'ils sortent des groupes, ils deviennent des mastodontes. Vous avez l'Égypte, vous avez le Cameroun, vous avez le Nigeria, vous avez le Ghana. Ce sont ces équipes-là en général qui se comportent comme ça. C'est les mêmes équipes comme ça. Il y a du style comme ça en Europe. Quand vous verrez l'Allemagne, l'Italie, c'est des équipes, une fois vous les avez pas retenues dans les phases de poule. Le Portugal, je rajoute. Oui, Portugal, c'est maintenant peut-être avec Cristiano, mais les équipes habituées des compétitions continentales comme l'Italie, l'Allemagne, la France, ces grandes nations-là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Une fois que vous ne les avez pas retenues en phase de poule, quand elles arrivent en huitième de finale. Alors vous parliez à l'instant du pays organisateur, il y a les pharaons d'Égypte qui semblent avoir un morceau à leur portée. Oui. Clairement et nettement, l'Égypte. Alors l'Égypte n'est pas flamboyante. Mais l'Égypte a un jeu qui on a comme l'impression qu'ils en donnent. Égypte, Afrique du Sud, c'est... Non, normalement, il ne devait pas avoir problème pour l'Égypte. Il ne devait pas avoir problème. Après, c'est à eux de voir s'ils veulent aller en finale. C'est déjà commencer par battre l'Afrique du Sud. S'ils n'y arrivent pas, s'ils vont au tir au but par exemple, qu'ils sachent que c'est du 50-50 au tir au but. Ce sera l'adresse, ce sera comment on l'appelle, la concentration, ce sera la pression, faire face à la pression. Mais avec une petite dose de baraka. Voilà, moi je crois que pour ma part, l'Égypte devrait, je le dis bien, devrait s'imposer face à l'Afrique du Sud. Alors on a Madagascar, République démocratique du Congo. On va avoir une bagarre. Madagascar, l'équipe de cœur de Marie-Paul. Je ne sais pas ce que Marie-Paul en pense, mais moi je vois, il va falloir que les hommes du Fimbu essayent de se ressaisir parce que Madagascar risque de faire très mal. Et nous disions, à l'instant, je rappelais que le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a dépêché un avion pour aller soutenir les élus de Madagascar, un avion de supporters pour renforcer le nombre déjà présent en Égypte. Preuve qu'ils y croient, les Malgaches pour aller loin dans cette compétition, bien que j'aime bien également Florent Ibenge et la République démocratique du Congo, mais moi je me dis que les Malgaches sont là pour écrire l'histoire. Et cette équipe démocratique du Congo que l'on a vue pour son dernier match, qui est allé un peu fort, bien aidé par le gardien, 4 buts à 1. Sinon à 0, sauf si je me trompe. 4 buts à 0 ou 4 buts à 1, sauf si 4 buts à 0, le dernier match de la République démocratique du Congo. Je crois que ça devait être 4-1. 4-1, je pense. Donc s'ils vont dans cette lancée-là, ils sont capables, sans le sait, de montrer un autre jeu face aux Malgaches. Mais on sait également que les Malgaches, ils sont venus écrire l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et ça, je pense qu'ils le feront face à cette équipe de Florent Ibenge. Alors, les zébus de Madagascar, pour en revenir sur l'origine du nom, vous voyez comment les zébus sont robustes et forts. Ils aident à labourer dans les champs, etc. Ce sont des animaux robustes et forts. Il y a même une belle poésie sur les zébus. Donc, les Malgaches, non, il faut que la RDC fasse très attention. Elle nous a montré de bien belles choses. C'est ça, depuis le début de cette CAN, pour Madagascar, on sent une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit. On sent une équipe qui est solidaire. On sent qu'ils jouent, chacun joue pour l'autre. Et au-delà de ce qui crée cette solidarité, ils ont en plus cette réussite-là. Attention, il y a aussi un Mali-Côte d'Ivoire. Avantage à la Côte d'Ivoire, qui s'est toujours montré en sa faveur. Mais les Maliens, je crois que les Maliens veulent préparer un coup
aux Ivoiriens qui ont une attaque pas très en réussite. Pas très en réussite, il faut être clair là-dessus. Mais est-ce que la jeunesse malienne va avoir raison sur l'expérience ivoirienne? Là réside toute la problématique et dont seuls les Maliens et Ivoiriens à laquelle les Maliens et les Ivoiriens devraient répondre lorsqu'ils seront sur le carré vert. Et là, quelle est l'équipe entre les deux qui a le plus séduit? Moi, pour ma part, c'est le Mali. C'est le Mali. Le Mali a non, présenté un beau jeu dès l'entame de la c'est le compétition. On a eu du mal à retrouver, comme François le disait, cette équipe ivoirienne avec beaucoup d'expérience, contrairement à ces jeunes Maliens-là. Pour ma part, ça reste le Mali qui a présenté un très beau football. On l'a vu hier, malgré cette équipe, parce qu'on a vu le sélectionneur hier, il a fait tourner son effectif. Les joueurs majeurs sont restés au banc pour laisser place... Pour laisser place aux plus jeunes et des plus jeunes qui ont assuré sur le terrain. Ils ont eu la confiance du coach et ils ont montré qu'ils sont capables de se placer là pour de grandes compétitions et ils l'ont fait. Moi, je pense que le Mali va avec une note favorable face à cette équipe ivoirienne. Le Mali qui a l'un de ses atouts offensifs clés, Moussa Marega. Moussa Marega qui est très véloce, qui est physique, et qui a une adresse face au but. C'est à cela que les Ivoiriens, la défense ivoirienne devra faire attention. Il devra faire attention à ce garçon qui, à tout moment, peut faire la différence. Maintenant, il faut que le bloc malien aussi réussisse à maîtriser le milieu de terrain ivoirien parce que Sérédier semble régner à maître souverain dans ce secteur-là. Il faut pouvoir l'empêcher parce que parfois il est le premier relanceur comme l'était Yaya Touré, Ninyeri Touré. Là, pour cette formation ivoirienne, c'est lui qui est la rampe de relance de cette équipe ivoirienne. Il faut l'empêcher justement, il faut le fatiguer au maximum possible pour qu'il pète sa lucidité dans sa relance. Sinon, ils vont se faire griller en milieu, mais on peut compter aussi sur le milieu malien avec des garçons Sama Sekou qui joue à Salzbourg, qui est aussi un garçon très technique, qui sait aussi se projeter vers l'avant, qui sait parfois, à des situations de match, peut aussi marquer. Donc, je pense que pour moi, c'est match ouvert, même si, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire a toujours eu une légère avance sur le Mali. Et l'histoire, elle change, hein. On l'a réécrit. Écoutez, on espère on l'a réécrit parce que certains la réécrivent tout simplement parce qu'ils regardent dans le rétroviseur, c'est-à-dire pour regarder où ils reviennent, pour réécrire l'histoire, parce qu'ils ne veulent plus que l'histoire se répète. Donc, mais s'ils ne regardent pas derrière pour s'assurer de ce qui s'est passé, ils ne sauront pas ce qu'il faut faire pour endiguer ce qui s'est passé. On espère pour le Mali que l'histoire ne se répétera pas. Et pour la Côte d'Ivoire, et bien que les éléphants seront dans un grand jour. En tout cas, nous avons des affiches pour ces huitièmes de finale qui sont dignes de la Coupe d'Afrique des Nations et qui vont nous ramener aux éditions de gloire, un tableau complet de ces huitièmes de finale. Nous allons donc nous retrouver pour faire le point des premières rencontres de ces huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Nous nous séparons avec les buts de la veille des derniers matchs de poule, mais avant on vous rappelle au passage que vous pouvez venir suivre en direct les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations ici même en vous signalant à notre siège qui est situé à Angonje, 6 rond-point et Dikonia. Si vous êtes d'une communauté présente dans cette Coupe d'Afrique des Nations, n'hésitez pas, rapprochez-vous et nous vous ferons un plaisir de vous accueillir pour ensemble vivre des moments de football et enregistrer cette émission. Merci à vous, Marie-Paul Redombina, d'avoir été en notre compagnie comme toujours, à François Binet. Merci, c'était un plaisir. Écoutez, très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.
African unity.